Monsieur Rivenc, je donne tout de suite la parole à Corentin Migoul qui va vous poser les premières questions. Et c'est une tradition, elle est de retour toujours, la question politiquement coquine. Monsieur Rivenc, 1 plus 1 est-il toujours égal à 3? Tout à fait. 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3, c'est l'intelligence collective, tout simplement. Et c'est quelque chose qui transcende un peu ce qu'on a l'habitude de vivre, ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Et donc, je suis bien sûr plus que jamais dans cette dynamique-là, puisque je suis persuadé qu'en s'additionnant, on va encore plus loin. Et donc, c'est comme ça que j'essaie modestement de travailler au développement de ce beau territoire d'Alès. Mais ça fonctionne pas mal, même si ces derniers temps, nous avions d'autres préoccupations que celle-là. Abdel vous a présenté tout à l'heure comme étant le premier adjoint de la ville d'Alès. On est à mi-mandat. À Alès, certains opposants qui ne veulent pas de Christophe Rivenc en 2026, il y en a, peut-être pas beaucoup, mais il y en a, travaillent déjà sur ces élections 2026. Justement, certains de vos proches, je le sais, vous alertent sur le fait que potentiellement le danger peut venir plus de l'aile droite que de l'aile gauche. Pourtant, vous avez dégagé l'impression que l'extrême droite à Alès, ça n'arrivera pas. Ah non, je dégage aucune impression. Moi, vous savez, vous l'avez dit, nous sommes à mi-mandat. C'est un travail quotidien. C'est 20 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7. C'est un engagement. C'est un sacerdoce, comme on dit la politique. Et pour l'instant, très sincèrement, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire ça, et vous allez me dire c'est de la langue de bois, mais je me projette absolument pas en 2026. D'une part, parce qu'en 2026, j'aurai 60 ans et il me tarde pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? D'autre part, je pense que ce qui nous attend dans ces 3 prochaines années, nul ne peut le prédire. Personne n'aurait prédit ce qui se passe aujourd'hui. Et donc voilà, après, des opposants, bien sûr qu'il y en a. Très sincèrement, dans la rue tous les jours, parce que je suis tous les jours que Dieu fait dans les rues d'Alès, je vois beaucoup plus de personnes qui m'encouragent, voire me soutiennent et sont agréables avec moi, que de gens qui me sautent dessus. Et après, la démocratie, c'est aussi les élections. On verra bien le moment venu qui se présentera face à la liste que je conduirai, puisque ça c'est effectif, et puis nous verrons bien. Puis les électeurs trancheront, et puis vous savez, je suis fataliste, on verra bien, moi je fais le boulot, et puis les Alésiens diront s'ils sont satisfaits de ce boulot, s'ils veulent que ça continue un peu, et aujourd'hui je suis dans cet état d'esprit, mais je ne suis pas inquiet, je suis concentré sur cet objectif du quotidien. Je passe un petit peu du coq à l'âne. Hier, mardi, un rassemblement avait lieu devant le service des urgences de la clinique Bonnefond pour un sujet ô combien important. Vos intérêts étaient représentés, à votre sens, par Martine Magne, notamment. C'est une démarche largement transpartisane, avec des élus de gauche qui étaient présents, également le député Rassemblement National Pierre Meurin. Est-ce que si vous aviez été là, ce jour-là, vous auriez pu participer à ce rassemblement au milieu des drapeaux de la CGT, de FO, par exemple, puisque c'est pas forcément commun? Oui, et quelque part, je crois qu'il va falloir qu'on utilise un peu aussi les bonnes méthodes. C'est un excellent sujet. Vous voyez, on parlait de sujets du quotidien qui nous mobilisent. Voilà plusieurs semaines que je suis mobilisé sur ce sujet. J'ai pris beaucoup d'initiatives, parfois seul dans mon coin, sans présence de la presse et des médias. J'ai rencontré beaucoup de monde, bien sûr la direction de la clinique Bonnefond, bien sûr les soignants. Je me suis rendu 2 fois au service des urgences tout seul, sans drapeau, sans tambour ni trompette. J'ai discuté longuement avec le directeur général de l'Agence régionale de santé et je peux penser que je suis pour beaucoup dans l'évolution favorable pour l'instant du service des urgences. Voilà, après cette manifestation, vous savez, on a l'habitude sur Alès, dès qu'il y a un problème, on sort les drapeaux rouges et puis on est en manifeste. Vous savez, il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à pendre les gens. Moi, je suis plutôt de quelqu'un qui essaie de trouver des solutions efficaces et durables. Est-ce que vous pensez qu'elle sent, du coup, va se plier aux recommandations de l'ARS et que ça ne va pas fermer au 20 juin et qu'ils vont continuer à ouvrir les urgences, même sur la période estivale, comme il aurait été demandé? Écoutez, j'ai un engagement, la directrice de Bonnefond, Madame Lambert, que j'ai reçue dans mon bureau, s'est engagée à tout faire pour maintenir les urgences. Le directeur général de l'ARS, samedi matin, nous échangions encore au téléphone, a écrit au groupe Elsan pour les enjoindre de tenir ces urgences à minima le 31 août. Moi, je veux faire durer encore plus longtemps, avec l'objectif de les ouvrir H24. Et j'ai pris contact avec des médecins qui pourraient venir renforcer ces équipes d'urgence et nous assurer leur pérennité. Et le directeur général de l'ARS a dit si, pour des considérations de personnel en mois de juillet-août, on n'arrivait pas à assurer certaines fois H24, il autoriserait les urgences diurnes, comme c'est le cas depuis le 1er janvier. Est-ce que vous
êtes président du conseil de surveillance de Du centre l'hôpital hospitalier d'Alès. Aujourd'hui, la problématique de cette clinique Bonnefond, c'est que si les urgences ferment, c'est encore plus de monde à l'hôpital d'Alès. Et comment ils vont faire face à cet afflux, notamment des touristes, parce qu'on sait que le territoire alésien accueille beaucoup de touristes l'été. Tout à fait, c'est une vraie problématique. J'en ai discuté lors du dernier conseil de surveillance du CHAC il y a quelques jours. Nous nous préparons au CHAC pour faire face à cet afflux éventuel de nouveaux patients, parce qu'il faut bien sûr travailler, on ne peut pas attendre sans bouger que les choses se passent. Je peux vous dire aussi que les urgences d'Alès accueillent l'année dernière 47 000 passages. Il y a 9 000 passages à peu près sur la clinique Bonnefond 2 jours, là où il y a un peu plus de place sur le centre hospitalier. Donc je peux dire que si par malheur, mais je ne veux pas y croire en tout cas, et je ferai tout pour que ça n'arrive pas, ces urgences de Bonnefond devaient fermer tout ou partie, l'hôpital d'Alès assurerait la continuité du service d'urgence. D'ailleurs, le directeur général de l'ARS a bien prévenu les dirigeants du groupe Elsan que si par malheur il n'arrivait pas à trouver le personnel, il serait enjoint de faire basculer le personnel des urgences actuelles qu'il reste sur l'hôpital. Donc voilà, il ne faut pas passer son temps non plus à faire peur aux gens, parce que c'est pas dans la panique qu'on arrive à régler. Pour autant, je le dis, je me battrai avec tous les moyens, et demain à Paris je rencontrerai en dehors du président de la République d'autres personnes pour faire en sorte aujourd'hui que nous puissions pérenniser ces urgences nécessaires de la clinique Bonnefond, que nous étions battus avec Max Roustan, alors député maire d'Alès, pour obtenir en 2008. Donc voilà, c'est un service du personnel très engagé, magnifique. La clinique Bonnefond est un très bel établissement que nous voulons sauver, et nous faisons les pressions nécessaires sur le groupe Elsan, les propriétaires, pour que cela puisse être le cas, mais je suis optimiste sans être béat, si vous voulez. Tout en travaillant un plan B, puisque la rénovation, l'extension du service des urgences du centre hospitalier est déjà dans les cartons. Ah, mais c'est acté, hein, à quel horizon? Donc là, les travaux, les appels d'offres et APS vont partir. C'est horizon début 2025 pour l'ouverture. En tout état de cause, ça n'est pas fait, je le dis bien, pour acter la fermeture de quelque urgence que ce soit. On doit avoir cette complémentarité entre ces deux services d'urgence. C'est un objectif pour lequel je suis très satisfait d'ailleurs des premiers résultats obtenus, mais je ne suis pas non plus naïf au point de penser que c'est définitif. Donc on va continuer à se battre, mais se battre en discutant, se battre en trouvant des solutions. Vous savez, les drapeaux, les manifestations, les casseroles, c'est pas mal, ça fait le buzz à la télé. Je crois que les solutions, quand on dit, voilà, on a trouvé 1 ou 2 médecins qui pourraient faire 1 ou 2 infirmières, c'est beaucoup plus efficace, et c'est ce à quoi je travaille quotidiennement, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Corentin, je vous redonne la parole dans quelques instants. Vous avez encore beaucoup de questions pour M. Rivenc, mais on va donner la parole tout de suite à nos sociétaires. On va démarrer avec Nicolas Ferrière. Votre question à notre invité. Oui, Monsieur Rivenc, étant donné que vous multipliez les rendez-vous nationaux avec l'exécutif, j'ai une question très simple. Est-ce que si, à un moment donné, on vous propose de devenir ministre ou secrétaire d'État donc d'Emmanuel Macron, enfin de sa première ministre, vous accepterez ? Écoutez, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je me suis même pas posé cette question. Ma priorité, c'est le territoire, la ville d'Alès et Alès agglomération. Après, comme toute chose, si un jour on me fait l'honneur de penser que je puisse apporter quelque chose modestement au pays, et si les conditions sont réunies, je vois pas pourquoi aujourd'hui je dirais non. Mais il y a beaucoup de conditions à réunir. C'est quoi les conditions ? La première, c'est déjà de ne pas me demander d'adhérer dans un parti politique dans lequel je ne suis pas aujourd'hui, par exemple, ou de quitter ma famille politique. Ça, c'est la première des conditions. La seconde, c'est de ne pas avoir à démissionner de mon poste de président d'Alès Agglomération ou demain de maire d'Alès. La troisième, c'est que si portefeuille m'était proposé, soit un portefeuille qui soit en adéquation avec mes compétences ou mon savoir-faire. Ça fait beaucoup de conditions. Donc, vous voyez, effectivement, comme vous le dites, à juste titre, ça fait beaucoup de conditions. Après, je veux dire, parce que je dis depuis longtemps, je pense que la France gagnerait aujourd'hui à être dirigée par un gouvernement d'élus du terrain, venant de toute la France, des élus d'expérience, parce que ce qui me semble manquer aujourd'hui à beaucoup de gouvernants et à quelques parlementaires, pour ne pas être désagréable avec eux, c'est l'expérience de terrain. Je crois qu'aujourd'hui, on perd en France, dans notre pays, la valeur de l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut que des gens âgés au pouvoir. Ça veut dire juste qu'il faut avoir fait ses classes, comme dans toute chose dans la vie, pour arriver à avoir une vision un peu peut-être plus ouverte des choses. En tout cas, vous avez obtenu une bonne réponse, Nicolas. C'est oui, mais il y a des conditions, mais pourquoi pas ? Non, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Moi, j'ai entendu oui. Hein. Emmanuel Macron nous regardait pour demain. Les mots ont un sens. J'ai dit pour l'instant, ce n'est pas absolument à l'ordre du jour, donc je vois pas. C'est une question qui m'honore. C'est sympathique de penser. Ma deuxième question, c'est vrai que ça allait. Si vous me disiez oui, j'allais vous dire c'est bien parce qu'il y a Jérôme Talon qui va arriver. Il peut arriver tout de suite avec le bulletin d'adhésion et transformer. Mais je suis très clair. Vous savez, j'ai suffisamment critiqué les girouettes ou les gens qui changent pour un intérêt personnel. Moi, franchement.
franchement, mon intérêt serait absolument pas d'avoir quitté le territoire, d'aller vivre à Paris. C'est absolument pas. J'aimerais qu'on le croie. Quand je le dis souvent dans votre émission, que si j'ai fait le choix de rester à l'Est, c'est que j'aime profondément ce territoire et ses habitants. C'est pas pour le quitter, pour aller. Par contre, si effectivement il y a une union nationale pour essayer de faire avancer le pays pour une mission donnée sur une thématique qui m'est chère et qui permettrait là aussi de faire avancer le territoire d'Alès et des Cévennes. Franchement, aujourd'hui, qui c'est qui va vous dire « Ben non, je ne vais pas faire avancer mon territoire. Je me lève pour aider mon territoire et pour le faire avancer. » Allez, Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, Monsieur Rivinc, une question un peu plus technique qui s'adresse au président d'une agglomération. Si aujourd'hui il devait y avoir un élargissement des compétences des agglomérations, quelles seraient celles que vous souhaiteriez, tester, celles que vous aimeriez que les agglomérations récupèrent? Je pense, est-ce que notamment vous souhaiteriez que les agglomérations puissent avoir la compétence de l'urbanisme? Alors je crois que là-dessus je pourrais vous faire à peu près 1 heure parce que je crois que peut-être immodestement j'ai pas mal de On les a On pas. n'aura pas le temps. On les a pas. Non mais ça serait important parce que je pense que les... Non mais c'est intéressant la la question. Je le fais sur mon Facebook Live d'ailleurs Oui. tous les mois où je Et on le parle. relaie sur Objectif Gare, hein, oui, oui. chaque mois. Surtout quand vous où caressez j'explique les choses parce que c'est vrai que bon il y a la question qui se pose. Moi je veux dire 2 choses. Déjà je suis fier d'être à la tête d'une agglomération qui travaille à l'unanimité. Nous avons encore adopté pour la 3e fois le budget à l'unanimité. C'est l'une des seules de France dans laquelle ça se passe, je le dis comme ça au passage, où nous travaillons ensemble à l'adoption de l'ensemble des projets, pour les territoires, projets de santé, projets sociaux, projets culturels de territoire, tout ça à l'unanimité parce qu'on travaille beaucoup. Hier encore jusqu'à tard, nous étions au comité des maires. Donc c'est un travail passionnant de travailler avec les autres maires. Et là, toutes tendances confondues, on arrive à sortir un projet de territoire qui va dans le sens de l'intérêt général. Deuxièmement, Alès Agglomération est l'une des 3 agglomérations les plus intégrées de France. C'est-à-dire que nous avons déjà énormément de compétences, beaucoup plus que la plus grande partie des agglomérations, puisque nous avons un coefficient d'intégration fiscale à 67, c'est le 3e de France. Troisièmement, aujourd'hui, je vous donne juste un exemple, pour vous montrer qu'effectivement l'intérêt des agglomérations, hier soir nous avons parlé de l'eau potable. Avant 2020, que n'avait-on entendu sur le fait que les élus voulaient garder la compétence d'adduction d'eau, il ne fallait pas communautariser. Aujourd'hui, nous le savons, nous avons un souci à moyen terme, à court terme et peut-être, j'espère pas à long terme, sur le problème d'adduction d'eau. L'agglomération d'Alès, avec la régie des eaux que j'ai créée sur Alès Agglomération, va pouvoir apporter du soutien aux communes qui risquent dans quelques jours de ne plus avoir d'eau potable. Seule, elle ne pourrait pas. L'agglomération va apporter cette compétence et va donc pouvoir livrer de l'eau si par malheur des communes en étaient privées. Donc il y a des domaines. Et puis sur l'urbanisme, pour venir à votre question, je pense que cette question va se poser au-delà de ça avec le SRADET, sur lequel nous travaillons avec la région, au-delà de ça sur le SCOT, que nous sommes en train, un schéma de cohérence territoriale, que nous sommes en train de réviser, et puis aussi par rapport à cette fameuse loi, ce qu'on appelle sur la ZAN, zéro artificialisation nette, qui aujourd'hui vont contraindre les territoires. Donc les maires aujourd'hui, lorsqu'ils font un PLU, sont contraints sur 95% de leur territoire, par l'État, par les règlements, par les lois, et donc ils n'ont plus cette marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre aujourd'hui, elle est sur la surface territoriale. L'agglomération d'Alès, c'est 1000 km². Il y a donc de la montagne, de la plaine, de l'agriculture, de l'industrie, de la ville, de la ruralité. Et donc il y a un Ça, sens. c'est une Mais vraie nous question avons- qui peut se poser Mais de bien manière sûr. globale. Mais bien sûr. Effectivement, sur Mais- ces intercommunalités qui aujourd'hui, et y compris les pouvoirs des maires qui se sont rétrécis. Donc c'est oui, plutôt, je pour le la- dis pour la aussi, compétence le urbaniste. PLUI, comme on dit, je ne sais pas si ça sera le cas en 2026, nous avons décidé de ne pas le prendre cette année parce que les maires étaient opposés. Je suis l'avis des maires, j'ai aucun souci avec ça. Beaucoup de maires qui étaient opposés en 2020 viennent me voir en disant « Attends, il va falloir peut-être qu'on en rediscute parce que nous, on est bloqués dans notre développement communal. » Et puis cette loi ZAN, justement, sur la non-artificialisation des sols, sur un territoire qui prend 1000 habitants par an, sur la seule ville d'Alès, c'est énorme, 1500 habitants de plus par an, puisqu'on est le territoire le plus dynamique, loin à la ronde aujourd'hui en termes de démographie, il va falloir les loger, ces gens-là. Je le dis souvent, on ne va pas mettre des barrières, des murs, des grillages, et donc ces gens-là, si on les loge, il faut construire du logement. Allez, 2 dernières questions. Corentin. Monsieur Rivinc, il y a 2 mois, vous receviez à Alès la directrice nationale de l'ANRU, Anne-Claire Mialot. L'enjeu de cette visite était majeur puisqu'une clause de revoyure d'un montant estimé autour de 50 millions d'euros était en jeu. 2 mois après, qu'en est-il de cette clause de revoyure? Allez-vous percevoir cette rallonge? Et si oui, sur quel montant? Alors décidément, vous m'avez mis sur écoute, puisque vous m'avez parlé de rendez-vous avec le président de la République de demain, et j'ai eu Madame Mialot au téléphone Vous la voyez demain il y a quelques jours. Non, elle m'a appelé pour me faire part des décisions du comité d'engagement de l'ANRU. Donc, nous avons été plus que retenus, puisque 80% de nos demandes sur ce qu'on appelle la clause d'amplification ont été retenues. Et d'ailleurs, nous avons été
féliciter à la fois pour la gouvernance, pour la qualité du projet et surtout pour la tenue de ce projet. Donc ça a été retenu, notamment Grand Rue Jean Moulin, Rochebelle, Faubourg du Soleil, Pré-Saint-Jean avec la partie économique. Donc je suis très heureux de pouvoir vous annoncer ce soir, même si j'attends l'arrêté notification, que 80% des crédits supplémentaires ont été obtenus grâce à un travail collectif, là aussi, avec une belle administration communautaire et des élus qui ont une vision de ce territoire. Ça, c'est une bonne nouvelle. On parle peut-être, pour terminer, des nouveaux équipements sur le territoire d'Alès. Si vous permettez juste 2 secondes, parce que juste pas pour répondre à quelques polémiques, mais pour dire que nous avons été d'ailleurs, Alès Agglomération, primés pour la qualité de la concertation, entendez bien, de la concertation sur le territoire dans le cadre de l'ANRU. Nous avons été primés. Faire passer un message. Non, pas du tout, je le dis juste parce que tout ce que nous faisons, c'est en concertation. Nous écoutons et nous décidons et nous faisons. Un mot peut-être sur la cure thermale, peut-être, à Euzé. C'était pas la question que j'avais retenue. C'était une autre question que vous aviez choisie, peut-être. Oui, tout à fait. Allez-y, faites les deux, alors. J'avais envie d'interroger M. Rivenc sur un sujet un peu plus sensible qui a valu notamment une discussion musclée avec le président de la CCI, M. Géraudier, concernant l'avenir de l'aérodrome, que la Chambre consulaire a l'intention de céder. C'est un sacré bras de fer. Qu'en est-il? Quelles sont les dernières nouvelles? Puisque je m'entretenais hier avec le président de l'aéroclub, qui lui-même était un petit peu dans le flou. Écoutez, si vous en savez plus, dites-le moi. J'ai discuté avec le président de la Chambre de commerce. Je redis qu'aujourd'hui, les élus unanimes de l'agglomération d'Alès souhaitent avoir la maîtrise de l'avenir de ce lieu. Je sais que le maire de Do a une vision, le maire de Vézenobre, avec qui j'en parlais encore hier, a une vision, mais l'ensemble des élus d'Alès Agglomération ont une vision sur le développement économique autour de cet aérodrome qui est un outil, pour moi, majeur en termes de sécurité. Je le dis aussi, en termes de sécurité, incendie et autres, et en termes de développement économique, il y a des beaux projets en cours, et je m'opposerai, je l'ai dit. Vous pensez que la CCI peut changer d'avis? Parce qu'on a le sentiment que là, pour le coup... Mais de toute façon, je le dis très tranquillement, et je l'ai dit au président Géraudier, fermer un aérodrome comme celui d'Alès Do est impossible. Le ministre, c'est le ministre qui décide, ne fermera pas Alès Do. Transformer cet outil de développement économique offert à €1, un refrain symbolique à l'époque par les communes, à la Chambre de commerce, construit par la Chambre de commerce d'Alès-Cévennes de l'époque. C'est eux qui ont investi. Et donc, se voir spoiler de cet investissement par une Chambre de commerce départementale n'est pas acceptable déjà humainement, tout simplement. Mais en plus de tout, il y a un projet de développement économique qui peut être porté. Bien sûr, j'en parle avec les maires. Je sais que c'est pas simple, le problème du bruit. Et je sais que les habitants de la commune de Do sont un peu remontés, mais on peut tout à fait mettre des normes pour empêcher, bien sûr, des vols. Et il est hors de question de faire des touch and go, comme on dit, pour faire du bruit. Moi, je veux faire du développement économique. Et cette piste est assez extraordinaire. C'est l'une des rares dans le sud de la France encore disponible, de 1400 mètres de long. Le sujet n'est pas bouclé, en tout cas. Non, mais je il le est redis loin d'être fini. Très tranquillement, mais voilà. Donc, on ne mettra pas des panneaux photovoltaïques. En tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pas que ça arrive. Et je vous le dis, on le fait ailleurs. Donc, je crois en l'énergie renouvelable et aux panneaux photovoltaïques. Un tout petit mot sur la nouvelle piscine intercommunale, parce que c'est attendu par les habitants aussi. Est-ce que vous avez déjà choisi le lieu? Est-ce que c'est un vrai projet qui va arriver rapidement? Alors, ça fait partie de notre projet de territoire, effectivement. Ça a pris un peu de retard pour diverses raisons. Je rappelle qu'on a eu, sur les 2 premières années de mandat, quand même du Covid, on l'oublie, mais c'était pas il y a si longtemps, tout ce qui a été arrêté. Donc, il y a un peu de retard sur ces projets. Et puis, il y a une deuxième chose qui nous est arrivée, la crise de l'énergie, la crise de l'eau. Et donc, il faudra la remplir, cette piscine. Il faudra la remplir, mais il faut aussi la gérer, il faut aussi la payer. C'est des gros investissements. Et oui. Donc, il y a une étude aujourd'hui. J'ai demandé à l'agence d'urbanisme de trouver les lieux les plus adaptés, merci, pour ce lieu, c'est-à-dire avec à côté des routes, des transports, des collèges, voilà, pour faire en sorte, il y a 2 piscines prévues, et donc nous les ferons. Et donc, il y a une mauvaise nouvelle sur un lieu qui avait été choisi, puisque le PPRI risque de nous empêcher de la construire. Et un tout dernier mot, et on en arrête là, sur la nouvelle prison, la nouvelle maison d'arrêt à Nîmes. Le projet est encore un peu à l'étude, c'est un peu compliqué, on a l'impression, que le dossier est revenu au-dessus de la l'ancienne base Ocvia à Nîmes. Est-ce que vous restez quand même optimiste sur la possibilité, peut-être à un moment donné, si on n'arrive pas à boucler le sujet, que ça revienne sur Alès? Écoutez, moi, je revenez sur ce que j'ai dit un peu à l'époque quand Éric Dupond-Moretti m'avait appelé pour me signifier que Alès... Françoise Dumas n'est plus là.
Non, voilà. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit à l'époque, puisque 3 gouvernements nous avaient promis cette prison. C'est vrai que ça a été compliqué de trouver un lieu ad hoc. On était parti en disant mais c'est réglé, mais ça l'est pas, et on le savait aussi. Voilà. Alors moi je veux pas rentrer dans une guerre avec Nîmes. Non, mais il faut bien la sûr. faire là où il faut la faire. Si ça peut pas se faire à Ogvia, écoutez, on en rediscutera. J'en reparlerai avec la première ministre. En tout cas, vous fermez pas la porte. Mais je ferme la porte à rien du tout, puisque c'est un équipement public nécessaire. On le voit aujourd'hui, la surpopulation carcérale. Il va falloir gérer cela. Et donc moi je ferme rien. J'avais été un peu à l'époque courroucé du fait qu'on m'explique qu'Alès était trop petite pour accueillir. Je pense qu'il faut aller voir en France où il y a des prisons. Alors c'est pas qu'après je veux plein d'autres services publics, des industries. J'ai vu qu'à Dunkerque une gigafactory est installée. Bon, c'est trop gros, on l'aurait pas pris, 180 hectares. Voilà. Donc voilà, on attend beaucoup de projets. Bien sûr. Alès est aujourd'hui un des territoires reconnus au niveau national. Hein. Ma présence demain à Paris, c'est aussi une reconnaissance. Et donc c'est un territoire en développement et en fort développement. L'avenir aussi peut-être du territoire, c'est aussi sur Alès et Alès Agglomération. Merci beaucoup, Monsieur Riveng, d'avoir répondu à toutes nos questions.